Ne serait-ce qu'une décision comme ça pourrait vraiment tout bouleverser, quoi. Dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura plus de solitude qu'aujourd'hui. Solitude professionnelle ou solitude personnelle. Donc, Pourquoi tu dis ça? Il y aura plein d'IA qui pourront discuter avec toi, non? Si tu as une audience qui fait 3, 4 millions, 10 millions de followers, quoi. C'est juste du contenu divertissant, mais c'est pas de la relation. En fait, la réalité, c'est que si là, du coup, il est en train de totalement, il a viré la moitié de son équipe, il est même en train de switcher de business model. Quoi va ressembler les prochaines années? Est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'il y a encore de la place? Ils ne savent pas qu'ils achètent de l'IA. Ça sera de plus en plus difficile, en tout cas pour les entreprises qui n'ont pas de brand fort. Je pense au contraire que... Salut Luc. Hello Olivier, merci de l'invitation. Ça va? Au top. Ok, nickel. Bon, l'idée d'aujourd'hui, moi je t'ai invité parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et je trouve que tu as un regard intéressant sur les choses. C'est assez fin ce que tu fais. Je trouve qu'il y a peu de gens qui te connaissent malgré le fait que tu apportes beaucoup de valeur au marché. Enfin, pour moi, tu mérites d'avoir plus de visibilité. Donc, c'est pour ça, c'est un grand plaisir de t'inviter ici. Et ça fait un moment que je te suis. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'était d'essayer de partager un max de valeur à l'audience. Surtout d'essayer de rentrer dans ton cerveau parce que toi, je sais que tu analyses beaucoup de nouvelles tendances, beaucoup d'innovations. Tu es à fond sur l'IA en ce moment moi aussi. Et c'est essayer de voir en fait se projeter dans les 10 prochaines années, les nouvelles tendances qui vont émerger, même si c'est jamais évident en fait, surtout dans les périodes de transition. Comme on disait là, d'essayer de se projeter. Mais on va faire un exercice qui est pas forcément très scientifique, très carré, mais plus en mode on se fait plaisir, on essaie de voir où est-ce que ça peut aller le marché sur les prochaines années. Et ça permet également à ceux qui nous écoutent de pouvoir soit prendre des positions, soit d'essayer de se remettre en question sur des choses qui perdent de la valeur en ce moment. Qu'est-ce qui va prendre de la valeur dans les prochaines années? On sait que l'IA est en train de prendre une place émergente dans notre marché. Et pour ceux qui vendent de la formation ou du coaching ou même du service en ligne, quoi va ressembler les prochaines années? Est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'il y a encore de la place? Toutes ces questions-là qui peuvent être intéressantes pour l'audience et faire en sorte d'y répondre avec le plus de sincérité possible, quoi. Même si on n'a pas de boule de cristal, mais on va se faire plaisir et on va essayer de dessiner un truc, quoi. 100%. Très partant pour sa stimulation intellectuelle. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé dans les prochaines années. On sait que ça bouge beaucoup. Donc voilà, très curieux d'avoir cette discussion avec toi et très curieux de voir où est-ce que ça va nous mener à la fin de cet épisode. Voilà, donc le but, c'est l'industrie du coaching en 2035. Let's go. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça? Parce que en général, on fait ça à la fin, mais très peu de gens qui restent à la fin. Donc vas-y, balance tout. Ça marche. Alors moi, j'ai créé un média qui s'appelle The Next Big Shit. C'est un média newsletter et podcast. Newsletter où c'est principalement de l'actualité business, tech, finance. Vous savez vraiment de permettre à tous nos lecteurs d'avoir un coup d'avance sur leur marché en étant au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame. On partage aussi pas mal de ressources pépites. Et le podcast avec mon ami Alexandre Bonhomme, où là, ça va être beaucoup d'idéations sur idées de produits, services, industrie, start-up à lancer qui peut décoller demain. On fait aussi un peu d'actu à condition que ça apporte de la valeur à notre audience qui est sont grosso modo des entrepreneurs, des investisseurs, des cadres sup. Et on invite aussi de plus en plus des entrepreneurs au parcours exceptionnel comme Olivier Clovis qu'on a pu inviter assez récemment. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Et le but, c'est de deep dive un peu leur stratégie de croissance, comprendre comment ils se sont lancés, comprendre ce qui se passe dans leur tête, qu'ils ont vu que d'autres personnes n'ont pas vu, et rassembler toutes ces datas pour la partager du coup à nos auditeurs pour que eux derrière ils puissent aussi avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions pour leur activité. Ouais, c'est super intéressant parce que moi je fais partie de ton groupe et franchement, c'est intéressant tout ce que tu partages parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément médiatisés, des projets qui font beaucoup de cash, qui sont en pleine émergence ou qui sont en train de tout défoncer comme des nouvelles apps qui démarrent. Et toi, tu décortiques tout ça et ça permet de voir des choses qui sont pas sous la lumière ou qui sont peu connues. Et c'est super intéressant parce qu'en général, les choses qui sont connues, c'est pas forcément celles qui marchent le mieux. Ceux qui font le plus de bruit, c'est pas ceux qui font le plus d'argent. Et donc, c'est bien d'avoir aussi un regard un peu underground sur les choses. Dernièrement, j'ai vu que tu nous as partagé quelque chose sur les nouvelles stratégies en ads. Si on devait se projeter à 2035, bon déjà, il y a deux questions pour moi qui reviennent et pour essayer de cadrer un peu le tir. Le marché français n'est pas le même que le marché US. On sait qu'il y a un décalage en général de quelques années, voire quelques mois. Bon, ça se réduit de plus en plus parce que les Français copient beaucoup ce qui se fait aux US. C'est pas la même chose déjà si on se projette aux US ou en France. Et dans 10 ans, en fait, sûrement, le marché français, en fait, il y aura toujours du retard par rapport au marché US. Mais si on se projette par rapport au marché US, qu'est-ce qui va arriver dans les 10 prochaines années? C'est encore plus difficile que de dire, je pense qu'il va se projeter dans les 10 prochaines années en France. Parce que t'en penses, toi? Sachant que le marché français est beaucoup drivé aussi par les fonds de l'État, notamment
sur le marché de la formation, c'est que voilà, le budget de l'État sur la formation, il est grandissant. Si le gouvernement décide de couper les fonds, par exemple le CPF ou les choses comme ça, ça changerait complètement le marché, quoi. Ne serait-ce qu'une décision comme ça pourrait vraiment tout bouleverser, quoi. Je pense que à la limite, ça ne rentre pas vraiment dans le scope des prochaines tendances, au sens où ça, c'est un peu des signes noirs. C'est des choses sur lesquelles on a assez peu d'impact finalement. Et les entrepreneurs qui reposent uniquement sur ce type de stratégie-là, ils se mettent quand même sacrément dans la panade si jamais ils coupent. Et d'ailleurs, on connaît tous les deux, je crois, un entrepreneur qui était principalement, l'entièreté de son business model reposait sur du CPF. Du jour au lendemain, il a perdu son accréditation et son business s'est écroulé. Il faisait un tout petit peu plus d'1 million par an. C'était que de l'organique. C'était que du CPF. Et là, du coup, il est en train de totalement, il a viré la moitié de son équipe. Il est même en train de switcher de business model. Donc, c'est un danger. Je pense qu'il faut pas forcément rester uniquement sur ça. Mais sinon, pour te répondre de manière très concrète sur dans 10 ans et marché US, marché français. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que, en effet, le marché français va avoir de moins en moins de retard par rapport au marché US. Et ça va se compter en termes de mois ou de semaines pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que c'est de plus en plus simple maintenant de voir ce qui se passe ailleurs et de copier-coller. Et la seconde raison, c'est que on va voir de plus en plus d'Américains, on va voir de plus en plus d'étrangers arriver sur le marché français. L'une des premières tendances que je vois, c'était d'ailleurs l'objet de la masterclass au sein de Next Trends, qui était absolument fascinante avec Mehdi, c'est à quel point aujourd'hui c'est facile, et certains gros infopreneurs, certains gros coachs sont en train de le faire, à quel point aujourd'hui c'est facile d'attaquer des marchés externes. Par exemple, là, on a une très bonne connaissance qui est en train de dupliquer un business model qui fait 2 millions par mois sur le marché français, un business qui est principalement poussé par les ads, il n'y a presque aucune stratégie organique. Et le mec est en train de le dupliquer de A à Z sur le marché italien, de A à Z avec l'IA et sans aucune autre intervention. C'est principalement que l'IA. Bon, après, il y a des équipes d'ads et tout qui s'occupent de gérer et de piloter la chose, mais il est en train de purement et simplement tout dupliquer. Et quand je dis tout, c'est les ads, c'est la VSL, c'est le produit, c'est les emails, c'est tout de A à Z. Même d'ailleurs l'avatar l'avatar IA qui est censé parler lors de la VSL. Et ça, on en entend parler depuis quelques temps. Moi, ça fait 1 an et demi où j'entends dire des personnes, oui, derrière, demain, il n'y aura plus de frontières entre les pays. Demain, on va voir un Alex Hormozy arriver en France. On l'a pas forcément énormément vu pour l'instant. Et là, je commence à le voir. Notamment... Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Franchement, j'ai l'impression que ça va pas trop bouger, tu vois. Disons qu'il y a deux visions du marché. Soit on pense que ça va se globaliser et que les gros vont prendre plus de parts de marché, ou alors on part sur une segmentation et au contraire, on va rentrer dans la relation intime et on va avoir des micro-influenceurs qui vont créer de la confiance dans la profondeur, mais qui vont pas avoir un marché énorme. Et ça, en fait, ça va à l'encontre de la vision de la globalisation ou alors les gros qui prennent tout, quoi. Alors justement, la nuance, c'est que ça marche pas pour les personnes qui ont un personal branding fort sur les réseaux et qui font de la création de contenu en plus d'ads. Ça, j'y crois un peu moins. Par contre, il y a des business, et tu les connais, qui font des millions et des millions et des millions d'euros, qui ne sont propulsés uniquement en ads. Que en ads, pour n'en citer que quelques-uns. Justement, est-ce que ça va continuer à marcher, ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une crise de confiance et que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour les entreprises qui n'ont pas de personal brand d'être rentables. Parce que les ads, on sait que les ads sont de plus en plus chers. Sur les 10 dernières années, ça fait qu'augmenter. Sur les 10 prochaines années, ça va faire qu'augmenter. C'est une relation entre l'offre et la demande. Donc, les publicités vont être de plus en plus chères. Et je pense, pour moi, ça va être de plus en plus difficile d'avoir des business qui reposent que pour de l'ads, que sur de l'ads. Surtout si c'est des ventes de low ticket ou de billets qui sont pas très chers. Pour moi, ça sera de plus en plus difficile, en tout cas pour les entreprises qui n'ont pas de brand fort, qui n'ont pas de vraie marque. En fait, je suis d'accord avec toi, mais de l'autre côté, je pense au contraire que le nombre de panneaux publicitaires va exploser. Le nombre de créateurs de contenu décolle, le nombre de newsletters sont en train de décoller, le nombre de gros business, de très gros business qui aujourd'hui ont des business units spécialisés sur les ads sont en train de décoller aussi. À mon avis, vont pas non plus exploser, ou alors on va trouver des alternatives. Donc ça, je crois pas trop. Par contre, ce que tu dis qui est très vrai, c'est que l'ultra-relation va se développer. Ça, je suis d'accord. Cependant, sur le court moyen terme, et là, c'est juste les chiffres qui parlent, des business qui aujourd'hui marchent que avec des ads, VSL et puis long LTV qui est assez long dans la durée, etc. Un business comme ça qui marche, par exemple, sur le marché français, qu'on duplique sur le marché italien, espagnol, uniquement avec du LIA, ça marche. Et ça marche super bien. Quand je dis super bien, c'est que
les coûts d'acquisition sont Non, beaucoup mais plus où est faibles. le problème de ça, c'est où est la valeur? Parce que si c'est juste un SaaS que tu peux dupliquer avec l'IA ou alors enfin, n'importe qui peut lancer ce genre de truc. Donc en fait, ça va perdre en Ah, valeur pour ce genre de business. justement, pas n'importe qui. Les personnes qui peuvent lancer ça sont les personnes qui disposent d'un certain type de capital. Monsieur, tout le monde ne peut pas dupliquer de A à Z ce genre de business ailleurs parce qu'on sait déjà qu'on ne sera pas break-even avant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur des budgets ads qui, Pour moi, dès le mois 1, c'est 10 la millions qui sont vraie dépensés. question, elle est là. Pour moi, la vraie question, elle est là. C'est combien d'argent tu es prêt à donner à Facebook, Meta, Google. Bon, peut-être que dans les prochaines années, ce sera plus les mêmes annonces, enfin les mêmes plateformes. Mais combien d'argent tu es prêt à donner en publicité? Quelle est la partie de ton business que tu es prêt à donner en publicité? Ou alors tu es prêt à perdre combien d'argent pendant combien de temps pour prendre des parts de marché? Ça va être un peu comme les grosses startups qui dépensent sans compter pour prendre des parts de marché. Aujourd'hui, Meta l'a dit, Zuckerberg l'a dit. Voilà, dans quelques mois, tu n'auras plus besoin d'écrire tes ads toi-même, de rédiger, enfin de faire des montages de vidéos et tout ça, tout sera fait en automatique, quoi. Donc, quelle est la différence finalement? Pour moi, c'est ta marque. À quel point est-ce que tu as réussi à créer de la confiance sur ton marché et ton capital, quoi. Combien tu es prêt à déposer d'argent pour faire tes A/B tests, pour aller chercher l'audience cible, etc. Ce qui est le plus important, pour moi, c'est à quel point tu arrives à créer de la valeur sur ton marché et de créer de la confiance. Et sur les prochaines années, en fait, il y aura très peu d'entreprises qui n'ont pas de marque forte ou qui ne reposent pas sur des personal brands fortes. Parce que si on regarde, en fait, qu'est-ce qui prend de la valeur? Prendre de la valeur, c'est ce qui est rare ou qui va devenir de plus en plus rare. Qu'est-ce qui va devenir de plus en plus rare? On sait que le contenu va être en abondance. Il y a de plus en plus d'IA qui vont créer du contenu ou alors des humains qui vont s'aider de l'IA, qui vont être aidés par l'IA pour créer du contenu. Donc, le contenu, l'information, ça va pas prendre en valeur. Ça va juste diluer et ça sera plus difficile, en fait, de faire du bruit. Mais, par contre, ce qui va prendre en valeur, c'est à quel point est-ce que toi, tu arrives à créer la confiance avec le contenu que tu as. Et donc, du gros, c'est quelle est ton expérience et la relation que tu crées avec ton audience. Et je pense que tu peux pas en fait créer de la relation intime avec une audience si tu as une audience qui fait 3, 4 millions, 10 millions de followers, quoi. C'est juste du contenu divertissant, mais c'est pas de la relation. Bah, je sais pas. Pour moi, quelqu'un qui est dilué dans un groupe de 10 millions de personnes, t'as pas l'impression d'être proche avec l'influenceur, quoi. À moins ou alors l'influenceur, Bah, il est mec, en fait, la réalité, c'est que si toi demain t'écoutes tous les jours, je dis des bêtises, mais le podcast je sais pas si tu vois qui c'est, Super Lumos. Je l'avais découvert avec Antoine BM il y a 4 ans de ça. Et en fait, il avait réussi à exploser sur les réseaux parce qu'il avait mélangé deux concepts, le concept de l'ASMR avec le concept de je fais de la cuisine, mais façon ASMR, quoi. Le mec, il fait 30 000, 40 000, 50 000 écoutes sur son podcast hebdo. Non, c'est pas 10 millions, hein, mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup de masse. C'est quelque chose que tu vois de plus en plus. Si tu consommes le contenu intime de quelqu'un, tu as l'impression de le connaître et d'être son pote, même si la personne il s'adresse à la foule. Et ça, il y a énormément de youtubeurs qui ont pu l'expérimenter. Et donc, tu pourras quand même construire une relation intime avec ton audience à partir du moment où tu es authentique. Par contre, tu as mis le doigt sur quelque chose de très vrai. Donc, il faut comprendre, c'est quoi? C'est dans la situation, à l'époque dans laquelle on est avec l'IA, il faut vraiment se demander quelle rareté actuelle va s'amplifier. Et ça, je vais y revenir juste après. Et quelles nouvelles raretés vont se créer. Okay. Et qu'est-ce qui va perdre en valeur, du coup? Et ce qui va perdre en valeur, c'est assez évident. Tu l'as très bien dit. Le contenu sans âme va perdre en valeur. Ça, c'est évident. C'est sûr et certain. Si je prends juste ça, au niveau des raretés qui vont s'amplifier, je pense que va y avoir tout l'aspect communautaire. On en parle depuis longtemps des communautés. On en parle depuis longtemps, mais grosso modo, tout le monde faisait des audiences en ligne. Très peu de personnes faisaient réellement des communautés. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir une communauté, de l'engager, faire en sorte qu'il y ait de la vie, faire en sorte qu'il y ait de l'animation. C'est très, très dur. Donc, je pense que ce truc-là qui était dur hier va pas être une nouvelle rareté, mais c'est une rareté qui va s'amplifier. Comment est-ce qu'on arrive à faire interagir les personnes entre elles? Au niveau, donc, plus derrière, forcément, le personal branding, la création de marque, il va falloir créer quelque chose d'unique, quelque chose de différenciant. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, attention, on peut c'est quelque chose de pas très difficile, créer une marque forte sans forcément créer du contenu. Il y a des personnes qui arrivent très bien à faire ça en ads et des groupes comme SNI, comme Propulse Lab, ce type de gros groupes qui brassent des dizaines de millions d'euros par an sur le marché francophone, ils n'ont presque aucune stratégie de contenu organique. Par contre, ils ont créé une marque forte autour des solutions alternatives, autour de certains messages un peu complotistes, etc. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. C'est pas des marques qu'ils ont construit. C'est pas des marques qu'ils ont construit. Pour moi, c'est des assets, c'est des capitaux. Ils ont construit sur du recurring revenu. Ils ont des listes, mais pour moi, c'est pas des marques. Et si on veut partir là-dessus en mode les entreprises n'ont pas besoin de contenu pour créer une audience ou une relation, pour moi, soit tu as une stratégie de contenu
disons, un positionnement et oui, il faut quand même du contenu. Soit tu te reposes, tu achètes le contenu d'autres personal brands et tu reposes ta marque sur d'autres personal brands. Comme peut le faire Nike ou d'autres grosses marques qui vont sponsoriser des personal brands pour créer de la confiance, quoi. Oui, la seconde partie, je suis totalement d'accord. Mais la première partie, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'une marque, finalement? Une marque, c'est est-ce que tu arrives est-ce que ton produit, ton service est packagé autour d'une grande idée dont les personnes se souviennent? Si tu pars juste de ce postulat-là, d'ailleurs, corrigez-moi dans les commentaires hein, si j'ai des bêtises sur ça, mais pour moi, la première définition qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Si on part de ce postulat-là. Ça suffit pas. Ça suffit pas juste d'avoir une idée. Après, il faut l'incarner. Pour moi, une idée, il faut l'incarner dans le réel. C'est-à-dire, il faut que les gens puissent s'identifier au truc, tu vois, qu'ils le vivent. Bien sûr, mais justement, c'est les produits, services, enfin, tout ce que tu proposes qui est packagé autour d'une grande idée qui arrive à parler aux gens. Grosso modo, on a la même définition sur ça. Et tous ces groupes-là, d'ailleurs, ils sont construits autour de cette idée-là. Hein, les Agora et tout ça, c'est un gourou que finalement personne ne connaît si ce n'est dans les emails, qui partage des idées extrêmement fortes, extrêmement controversées, avec des véhicules qui sont très spécifiques, qui arrivent à engager un maximum les personnes. C'est pas pour rien d'ailleurs si les quelques contenus organiques qu'ils créent en mettant en place des gourous sur YouTube, c'est des trucs à chaque fois un peu extrêmes, avec un engagement taré. Il y a une fidélisation de taré, tu vois, puisqu'ils sont arrivés à se positionner sur des angles alternatifs, on va dire. Donc, partant de ce postulat-là, finalement, bien sûr que tu peux créer une relation qui est plus ou moins forte, sans contenu. Il y en a plein qui le font, ça. C'est du contenu email. Au final, c'est du texte, mais c'est du contenu. Exact. Mais ce truc-là est en train d'être dupliqué sur d'autres marchés, avec succès. Les chiffres le prouvent pour l'instant. Avec full IA, même VSLIA, etc., ça fonctionne. C'est des avatarias, du coup. C'est des avatarias qui ont une histoire, qui ont une personnalité, et on reproduit en fait ce qui est un humain, mais en IA, quoi. Et mec, des IA qui sont ultra réalistes. Des trucs où on ne voit pas la différence. C'est dingue. D'ailleurs, on a reçu là sur le podcast d'un Big Shit, Thibaut qui lui gère Picasso.ai. Il fait des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Je crois qu'ils sont une dizaine dans l'équipe max. Et eux, c'est des avatars IA pour du OnlyFans. Et il nous a dit une phrase dingue. Il a dit que les clients finaux, en fait, ne font pas la différence. Ils ne savent pas qu'ils achètent de l'IA. Ils pensent qu'ils achètent des vraies personnes. Ça, c'est sûr, ça va se développer. Et c'est déjà l'actualité et en effet, ça va se développer. Donc, la première chose que je vois, si on regarde un tout petit peu, c'est ça va pas fonctionner pour tout le monde. Est-ce qu'un Jeremy Coleman, on va pouvoir le voir sur le marché allemand? Je sais pas, tu vois. Ça, j'ai quand même un doute. Est-ce que Alex Hormozy, il va fitter avec le marché chinois, le marché mandarin? J'ai quand même un petit doute. Est-ce que du MrBeast, en fait, il fit vraiment avec le marché français? Je le vois un peu avec Amixem, mais est-ce que c'est vraiment la même culture? Je sais pas trop. Par contre, des personnes qui sont pas forcément dans la lumière sur leur marché habituel, mais qui sont parvenus à créer une audience forte par écrit, bah, c'est en train d'arriver, ça. C'est ok. Sauf que l'écrit, ça parle pas aux mêmes personnes que la vidéo. Donc, ça dépend de quelle audience tu veux. Si tu veux faire du mass market, la vidéo, c'est quand même plus puissant. C'est plus viral. Les plateformes le poussent plus, en tout cas en ce moment. C'est pas, toi et moi, on connaît des boîtes qui sont uniquement par écrit, qui sont mass market, hein, sur des sujets extrêmement larges et qui font pas mal d'argent. Hein. Bah, pendant des milliers d'années, c'était le livre, le média principal. Mais aujourd'hui, si on parle oui, est-ce que c'est possible d'avoir des IA qui deviennent des influenceurs, qui créent de la confiance et puis qui vendent tout et n'importe quoi? Je pense oui, on va pouvoir dupliquer. On connaît les traits de caractère qui font que un influenceur arrive à accrocher sur tel et tel sujet, etc. Peut-être que pour nous, c'est difficile de vraiment mapper quels sont les bons traits de caractère, etc. Mais l'IA va pouvoir le faire mieux que nous et ça va pouvoir développer un peu dans tous les marchés, toutes les cultures. Mec, je vais te partager des noms. Et qui va tirer les ficelles en fait de ces personnes-là, quoi, de ces IA-là? Bah justement, je vais te partager des noms on appelle ça les VTubers. VTubers en anglais. Et d'ailleurs, tapez ça dans Google Trends, vous allez voir, ça va décoller. VTubers. Donc ensuite TUBERS. Et en fait, c'est que des avatars. Soit des avatars de vrais humains. En gros, c'est les humains qui parlent, mais ils utilisent des outils pour les remplacer par une IA, par un avatar, quoi, pardon. Soit 100% des avatars IA. Et des boîtes qui font comme ça des millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais te partager quelques-uns. Par exemple, tu as Iron Mousse, IRONMOUSE. Elle a 2,2 millions d'abonnés. Partage ton écran si tu veux. Ça, Et moi, je me demande justement, est-ce qu'il va y avoir des genres de certified human, tu vois, pour se différencier en fait? Est-ce qu'il va pas y avoir des labels justement, je suis un vrai humain, quoi? Et est-ce que les gens justement n'iront pas vers les vrais humains parce qu'ils veulent parler à des vrais humains? Je pense que si. C'est un peu genre le label bio aujourd'hui.
Est-ce que tu fais la différence entre un œuf bio et un œuf non bio? C'est difficile au goût. Par contre, les gens, ils veulent des œufs bio, tu vois. Ils veulent de la qualité bio, quoi. Parce qu'ils se Ouais, disent, mais moi, je veux ce qui est le meilleur, quoi. oui, sauf que là, en l'occurrence, je vais te partager genre de choses. Sauf que là, en l'occurrence, tu ne sais pas à quel point l'IA peut pas égaler l'humain, voire le surpasser, même en termes d'authenticité. Bon, bref. Là, je te partage Lil Miquela. C'est 100% de l'IA. 2,4 millions d'abonnés. Elle a fait des collaborations avec toutes les plus grosses marques de luxe. Toutes les plus grosses marques de luxe. Et ça cartonne. Et en termes d'engagement, c'est solide aussi. Hein. Genre, Regarde, on va pas parce que on voit quand même dans les yeux, il y a quelque chose, mais j'imagine que personne ne sait que c'est une IA, quoi. Mais si, justement, tout le monde sait que c'est une IA. D'ailleurs, elle le dit là. Robot. Ah ouais, ok. Donc là, elle Ouais, le dit donc officiellement. Mais la trend, elle est sur le fait que c'est une IA et que c'est nouveau, quoi. et exactement. Là pour ça, ouais. Là, par exemple, tu vois son short, 7,6 millions de vues. C'est délirant, mec. 1,2 million ici. Ouais, ouais. 1,6 million. 1 million. Enfin, c'est des trucs délirants. Hein. Et je sais pas combien Mais de. il y a aujourd'hui des IA qui se font passer pour des humains et que ça marche très bien aussi. Très certainement. Ouais, très très certainement. Bah, dans le monde OnlyFans, etc. Ouais, c'est là que ça démarre, quoi. Ah, Et on le verra c'est clair. on le verra dans des marchés un peu plus broad sur d'autres thématiques, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une autre IA qui a d'ailleurs fait une partenariat avec Ukuléless. Donc tu vois, 365 000 abonnés et avec des vues, mec, 1 million, 1,2 million, 1,2 million. Des trucs assez dingues. Donc ça, il y en a pas mal. Hein, vous le voyez à l'écran, tout ça. Et du coup, il y a même des nouveaux business qui se créent avec des agences de virtual influencers qui se développent. Ouais, ouais. Et Ouais, donc, c'est eux sûr. aussi, ils sont pas mal dessous. Bah, du coup, en fait, je pense que sur ce même modèle-là, il va y avoir des agences d'influenceurs IA, mais sur un peu tous les sujets, quoi. Ouais. Et je sais pas si tu as vu d'ailleurs, je l'ai partagé dans le groupe Next Trends. Là, il y a des comptes qui sont en train de décoller sur TikTok où en fait c'est 100% lié et les gens le voient. Où on voit par exemple un Yeti qui fait de l'ASMR. Et c'est des vidéos qui font des millions et des millions de vues. La monétisation TikTok, ça va être assez liant, mais on peut imaginer comme ça des personnes dont c'est leur métier de créer des mascottes avec une vie très spécifique. On peut imaginer un dragon qui vient pote avec un chat, tu vois. Et donc toutes les vidéos, c'est les deux qui s'amusent uniquement avec de l'IA. Et puis après, les partenariats qui peuvent être faits comme ça avec des marques. Et ça, il y en a eu pas mal. Hein. Lorsqu'on voit la puissance de la mascotte chez les marques, notamment avec Duolingo, mais avec d'autres aussi, tu te dis, OK, certaines marques pourraient trouver un intérêt fort économique à associer leur image à des IA influenceurs qui ont réussi à créer une énorme communauté autour d'eux. Si demain, on voit le Yeti qui fait de l'ASMR porter un, je dis bêtise, mais un sac Gucci, je dis n'importe quoi, peut-être que ça va faire rire tout le monde. Et sauf que derrière, c'est la marque qui va vachement en profiter. Ouais, non, Et je vois. Et en fait, au final, là, on part un peu plus sur les influenceurs. Mais c'est vrai que bon, l'influenceur, lui, il vend de l'émotion, il va vendre peut-être un produit physique, etc. Mais si tu dois vendre de l'information dans le marché de l'information, du coaching, est-ce que tu ferais confiance à une IA? Bah non, pour moi, ça marche pas. Tu peux faire confiance qu'à un humain. Parce que si, par exemple, j'en sais rien, moi, tu dois. Après, je dirais peut-être que ça dépend du marché. Si par exemple, si on est sur le marché fitness, santé, je te vends une transformation physique ou je te vends comment régler ton problème de foie, etc. Tu pourrais te dire, bon, un vrai médecin humain et tout, je lui fais confiance. Mais une IA qui a accès à toutes les recherches scientifiques et tout ça, et qui peut te compiler ça en fonction de qui tu es, tes analyses de sang et tout, est-ce que ça marche aussi? En fait, ça dépend comment tu brandes la chose. Moi, je pense que c'est possible. Tout dépend comment tu organises ta page de vente et tout. Mais imagine la Miquela, quoi, que je t'ai montré à l'instant, qui a 2,4 millions d'abonnés, qui est assez fine. Et elle fait une page de vente. Dis-moi si je raconte n'importe quoi, mais elle fait une page de vente du type en fait, j'ai créé le meilleur programme pour perdre du poids. Comment je fais? En fait, ça va être que de l'IA. Vous allez me donner vos informations. Moi, j'ai accès à des milliards de data. Et on va vous créer un truc absolument sur mesure. Et en plus, vous allez être entouré d'autres humains. Vous allez être entouré vous allez avoir des coachs qui vont vous suivre, qui vont vous connaître par cœur, etc., etc. À partir du moment où c'est hyper transparent, Bon, est-ce que après, finalement, il n'y a pas un véhicule complet? Ouais, mais je pense que elle, ça le fait pas parce que ça serait pas le bon avatar pour vendre ce genre de truc, tu vois. C'est pas assez sérieux, quoi. Par contre, elle pourrait vendre un cours de danse, tu vois. Comment danser la Zumba pour ton mari, tu vois. Parce que ça correspond à son personnage. Mais en vrai, je pense que ouais, si c'est bien brindé, après, ça dépend à quel point son produit coûte cher aussi. Si tu vends du high ticket, et on pourrait revenir en fait sur le modèle aussi de rémunération de ce genre d'avataria. Mais si tu vends du high ticket et que le besoin que tu as, il est hyper important dans ta vie, à quel point est-ce que faire confiance à une IA ou faire confiance à un humain, il va y avoir une grande différence. En fait, je pense que l'humain, il y a le fait que tu t'identifies, tu vois.
tu t'identifies, il a vécu le même truc que toi, il te comprend, il va peut-être s'aider d'une IA pour pas faire d'erreur. Tu as le bon combo, tu vois. Je lui fais confiance parce qu'il a une histoire, quoi. Alors que l'IA, au final, elle a pas d'histoire. À quel point est-ce que je peux créer une relation avec une IA? J'ai pas forcément envie de parler à un robot. Je pense que ça va rester, tu vois. Il y aura quand même la différence entre eux et nous. C'est pas la même espèce, quoi. C'est des robots, quoi. Pas envie de parler à un robot à la fin de la journée. J'ai envie de parler à un humain, quoi. Qui a des émotions, qui ressent ce que je vis et il va avoir de la compassion pour moi, tu vois. En fait, je suis d'accord avec toi. Ma réflexion lorsque tu parlais était la suivante, c'était, tu as raison, on va avoir d'un côté tous les influenceurs IA qui, eux, vont générer de l'awareness pour les marques, à mon avis, surtout. Parce que c'est très facile de raconter une histoire, de créer du branding, de créer une mascotte sur les réseaux et faire en sorte que ça devienne viral. Et ensuite, d'associer une marque à ces mascottes-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus arriver. Parce qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'opportunités business à lancer là-dedans. Identifier le type de mascotte à créer spécialement pour des marques et développer la chose et puis après des marchés. Et puis de l'autre côté, les humains avec qui on va créer un lien émotionnel fort. Mais la réalité, Olivier, c'est que tu as dû le voir comme moi. Il y a énormément d'humains aujourd'hui qui utilisent ChatGPT pour avoir des conseils psychologiques, pour parler de leur souffrance émotionnelle. Il y en a qui tombent amoureux de leurs IA. Alors, c'est pas la majorité, mais il y a même une personne qui s'est suicidée parce que l'IA lui a demandé de se suicider. Bref, il y a quand même un lien émotionnel fort qui est en train de se développer de plus en plus entre les humains et certaines IA. Et en plus, il y a un lien émotionnel d'autant plus fort qui se crée lorsque l'humain n'est même pas au courant par la IA. Et ça arrive de plus en plus aussi. Donc, je suis d'accord avec toi, mais on voit quand même des contre-exemples arriver au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'on irait jusqu'à acheter de l'infoproduit qui vend une transformation à ces IA? Tu as raison, pour l'instant, on en est quand même assez loin de ça, je pense. Ouais, mais en fait, Et l'idée, c'est de voir est-ce que ça serait possible, quoi. Parce que si tu dis aujourd'hui, il y a des humains qui parlent à des IA psychothérapeutes et qui sont contents de le faire parce que ça va permettre d'exprimer des émotions et de se sentir mieux, est-ce qu'au final, notre job à nous, c'est pas ça, quoi, de créer de la relation, de faire en sorte que les personnes se sentent mieux. Mais après, il y a l'idée quand même de transmettre ton expérience et ton histoire, quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même la valeur dans ton histoire. À quel point est-ce que tu arrives à la vendre et à créer des émotions quand tu la racontes? Je pense que ça va garder en valeur, quoi. Pour moi, le storytelling, c'est un truc qui va qui va prendre en valeur. Parce que les IA n'ont pas de storytelling, ou alors c'est des storytelling qui sont fake et on pourra le savoir que c'est fake, même si ça a l'air apparent. Je pense que les humains vont se protéger en mettant des badges "je suis un humain", tu vois, pour justement pour se différencier. Et il y aura des lois en fait qui obligeront ceux qui créent des IA ou des robots, ils seront obligés en fait de dire qu'ils seront des IA, un peu comme aujourd'hui quand tu fais un post sponsorisé, tu es obligé de dire j'ai été payé par une marque pour dire ce truc-là, tu vois. Et je pense que du coup, quand une IA raconte une histoire, quand elle raconte l'histoire de sa vie, certes, ça peut valoir quelque chose, mais c'est pas la même chose qu'une histoire qui est vécue par un humain, quoi, au final. Et est-ce qu'on ne devrait pas baser tout notre marketing autour de notre histoire? Moi, c'est une conviction que j'ai aujourd'hui, c'est je me dis, en fait, ton produit, ce que tu vends, ça doit être en lien avec ce que tu as vécu. Parce qu'au final, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas copier, tu vois. Si ton mécanisme unique, c'est-à-dire ta méthode signature, tu la bases sur une expérience vécue, si quelqu'un te copie, il sera juste la copie de toi qui est l'original. Parce que toi, tu es l'original, tu as créé le truc en fonction de ton expérience. Et quand tu racontes ton histoire un peu partout, on sait que c'est toi l'original. Et en fait, je pense que ce qui va prendre de plus en plus de valeur, c'est ton histoire. À quel point est-ce que tu arrives à la raconter de manière à ce que ça matche avec une audience. Et du coup, tu ne pourras pas avoir une audience super broad, tu pourras avoir une audience de personnes qui ont vécu un peu le même truc que toi. Et vu que toi, tu as réussi à surpasser, que tu t'es transformé, tu auras plus de facilité à vendre ta transformation à quelqu'un d'autre. Ça, je pense que ça va rester stable. Et du coup, ça veut dire que c'est authentique. Ça veut dire qu'il y a de la sincérité dans ton message et que ton produit est lié à ton marketing, quoi. Les deux sont corrélés. Qui tu es, ton marketing, ton produit, tout ça, c'est corrélé. Ça fait ton triangle de stabilité, quoi. Peut-être que tu ne pourras pas scaler comme un malade en mode je vais aller conquérir tous les pays du monde, quoique, peut-être dans certaines niches, mais ça restera, je pense, sur ce genre de truc, ça restera stable. Après, difficile à se projeter, quoi. Ouais, je te rejoins sur tout ça. Je te rejoins sur tout ça. Après, tu sais, même aujourd'hui, des personnes qui copie-collent de A à Z l'histoire de quelqu'un et qui arrivent quand même à être crédibles et qui arrivent à faire beaucoup de ventes, ou pire encore, qui s'inventent littéralement une vie qu'ils n'ont jamais eue et qui arrivent quand même à faire pas mal de ventes, ça existe. Alors, est-ce qu'après ils tiennent sur le long terme, c'est une autre question. Mais Ouais, c'est possible. c'est des trucs qui marchent. Mais sinon, un truc intéressant, je pense, sur le court moyen terme, ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire, c'est finalement renforcer tout le côté humain, storytelling, personal branding que tu as très bien développé là,
et derrière, utiliser l'IA pour permettre aux personnes d'accélérer leur transformation. Quelque chose que je vois de plus en plus en ads, c'est des personnes qui vendent des agents IA spécifiques pour certaines tâches. Et d'ailleurs, ça donne super envie. Je crois que ça coûte 17 € et la promesse, c'est remplacer une équipe de 50 personnes pour 17 €. Donc, incroyable, avec des axes qui tournent pas trop mal. Mais imagine, toi, demain, dans tes bonus offerts ou alors dans Bump ou ton upsell, au lieu de vendre des templates, en fait, tu vends en plus un agent IA qui a bouffé toute ta formation, qui réfléchit comme toi, c'est grosso modo ton cerveau, et qui va permettre d'accompagner les personnes dans leur transformation pas à pas. Donc, tu broches l'agent IA sur ton, je dis bêtises, mais sur ton système.io et tout, et il va te dire exactement, bah non, en fait, ton titre, il n'est pas très bon. Regarde, parce que jusqu'à présent, Olivier conseille de faire ça, les bons exemples, c'est ça. Pareil pour le produit, et cela à chaque étape du tunnel. Et donc, c'est venir dire, en fait, on vous vend une transformation et surtout, on vous vend un agent IA qui est construit, qu'on vous donne en plus, et qui est construit uniquement qui est très spécifique à ce que l'on fait, à notre programme, à notre méthode. Ouais. Donc, c'est comme si vous aviez des petits oliviers des petits oliviers dans votre poche et cela pour 5 € par mois, tu vois, pour 19 € par mois. Boum. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus parmi les infopreneurs. C'est des agents IA qui sont ultra spécifiques à la méthode, ultra spécifiques à la manière de bosser aussi du gourou, ultra spécifiques aussi, pourquoi pas, à la manière de parler du gourou, et qui vont justement apporter comme promesse, on vous aide dans votre transformation, vous aide à chaque étape, vous allez pouvoir dialoguer, on connaît par cœur, en fait, on sait ce qu'il faut faire, votre landing page, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne respecte pas ces critères, d'agents conversationnels qui nous suivent un peu partout. Je pense qu'on va voir ça apparaître. Ça, ouais, pour moi, tu as mis le doigt un peu là où je voulais en venir, c'est-à-dire que tu crées de la relation, de la confiance avec qui tu es, ton storytelling et ton personal branding, et puis après, derrière, en back-end, comment est-ce que tu aides les gens? Avec l'IA, en fait, tu t'aides de l'IA pour les aider. Et moi, c'est exactement comment est-ce que j'ai construit mon accompagnement. C'est-à-dire, à chaque étape du parcours client, il y a une IA. Par exemple, pour trouver ton positionnement, il y a une IA qui va aller analyser le marché, des personnes qui sont positionnées sur la même niche que toi, quelles sont leurs offres, quels sont leurs pricing, etc. Et du coup, trouver ton positionnement à toi avec l'IA. Ensuite, comment créer ton offre signature? Il y a une IA. Comment faire ta page de vente? Il y a une IA. Comment faire tes ads? Il y a une IA. Les emails, etc. Donc, à chaque étape du parcours, tu as une IA qui est nourrie avec ma méthode, mes templates, mes tunnels, etc. Et toi, ça te facilite le boulot de fou. Que ce soit pour le coach, moi, en fait, j'ai pas besoin de répéter toute la journée comme un perroquet tout ce que je sais. C'est-à-dire, j'ai tout mis dans une IA. Et en fait, l'IA va personnaliser l'expérience pour chaque client, quoi. Et ça, c'est obligatoire aujourd'hui. Question sur ça, est-ce que tu as de la data qui remonte? À quel point est-ce que tes clients utilisent ces IA-là? Alors en fait, pour le moment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore envie que ce soit moi qui réponde. Mais ça, c'est juste une histoire de réflexe. C'est-à-dire que moi, je viens juste de le mettre en place, donc c'est encore pas évident. C'est-à-dire il y a des clients qui ont acheté le produit sans que ce soit en place. Donc eux, ils ont l'habitude de parler à un coach, que ce soit moi ou un coach à moi. Mais je pense que ça va être de plus en plus. En fait, pour eux, ça sera encore mieux, quoi. L'expérience sera encore mieux. Ils auront juste à travailler avec l'IA. En fait, ils auront des réponses en automatique. Ils pourront avoir des réponses en illimité. S'ils veulent travailler toute la nuit, ils pourront travailler toute la nuit. Et après, s'ils veulent mon regard extérieur pour avoir une assurance, au final, ils achètent une assurance avec moi. Moi, je vais me poser mon regard et faire ma review d'humain, tu vois. Mais ça permet quand même d'avancer beaucoup plus vite, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, sur tes IA, ce qui serait trop cool, ce serait de le transformer en extension Chrome, histoire que la personne, qu'on n'ait pas des allers-retours à faire en permanence entre ton IA ou ChatGPT et les pages et nos problématiques. Donc, imagine, par exemple, on est sur une page de vente. Moi, j'ai juste à souligner le headline. J'ouvre la fenêtre conversationnelle directement sur la page en question. Je dis, qu'est-ce que tu penses de cette headline et que c'est nul? Et bam, j'ai directement une réponse qui arrive, ou alors carrément des tests qui sont autogénérés, puisqu'il a accès à mon système.io. Ouais, c'est clair. En fait, je rigole parce que je me dis, on est encore sur des trucs de 2025, tu vois. Mais putain, 2035, on en sera où, quoi? On regardera ce podcast et on se dira, putain, ils sont encore avec des extensions Chrome. Je sais pas, franchement. Je vais voir un peu, est-ce que j'avais fait des prises de notes dessus? En fait, la problématique, c'est que dans les prises de notes que j'avais faites, c'est vraiment de se dire, OK, où va se trouver la rareté? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante. C'est où va se trouver cette putain de rareté? Bon, il y a les communautés en ligne, OK. Je pense que les événements physiques aussi vont augmenter. Soit des événements physiques pour résoudre une problématique spécifique, soit les événements physiques juste finalement pour rencontrer des personnes qui sont un peu comme nous. Parce que dans un monde. Rencontrer des humains surtout. Parce qu'en fait, moi, je me dis aussi, t'imagines dans un monde où l'IA, tu peux la créer en un clic, ça veut dire qu'il y en aura plein
partout. Il y aura beaucoup plus d'IA qu'il y aura d'humains, en fait. Et donc, du coup, si Yeah. tu veux te retrouver en tant qu'humain, avec des vrais humains, ben, il faudra que tu ailles dans des événements physiques, quoi. Ça, c'est vrai. Il y a une seule certitude, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura plus de solitude qu'aujourd'hui. Solitude professionnelle ou solitude personnelle. Donc, Pourquoi tu dis ça? Il y aura plein d'IA qui pourront discuter avec toi, non? ouais, mais le sentiment de solitude ancré, profond, pas superficiel. Discuter avec une IA, tu te sens quand même seul à la fin de la journée. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose, c'est un pansement que tu mets, mais la blessure profonde, elle est toujours là. Ça suffit pas. Ou alors, je me trompe totalement, mais lorsque tu regardes les chiffres, il y a eu pas mal d'études qui ont été d'ailleurs réalisées sur les personnes qui utilisent l'IA comme supplément d'amis. Et en fait, eux, leur santé mentale se dégrade beaucoup plus rapidement que tous les autres. Sur le court terme, ils ont l'impression, ils ont besoin de cette dopamine qui les échange, mais en fait, ça ne répare rien. C'est comme jouer dans un jeu vidéo, à la fin de la journée, tu te sens seul, quoi. Tu te sens déprimé. Exactement. C'est pas la vraie vie, quoi. Et donc, que ce soit le milieu professionnel ou personnel, moi, mec, je vais te dire un truc. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais un produit qui s'appelait le Sanctuaire NBS. Sanctuaire NBS, ça n'existe plus aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'était en gros? C'est des humains qui s'appelaient pour parler de leurs problématiques. Et donc, je cherchais un peu un angle d'attaque pour que ça matche vraiment, notamment au niveau des ads ou de la LP. L'angle d'attaque qui a le mieux marché, c'est votre groupe de thérapie business. Immédiatement, les ads, le coût des ads sont effondrés et la conversion LP a décollé. Alors forcément, je tombais que sur des personnes qui étaient un peu déprimantes et j'avais pas forcément envie de bosser avec ce type de personnes-là parce que à la fin de la journée, c'est pas ce que je faisais et en plus, ça me déprimait un peu. Mais c'était en 2024 en plus. En 2024, ce type de headline cartonne. Mais qu'en 2035, ça va encore plus exploser. Alors, je dis pas qu'il faut que tous les infopreneurs coachs se transforment en thérapeutes, hein, c'est pas ce que je dis. Par contre, je pense que l'une des raretés, ça va être les relations humaines qui vont être véritables. Et donc, l'une des raretés parmi les infopreneurs et les coachs, très certainement, ça va être les événements physiques qui permet à ces humains de se rencontrer et d'échanger de manière profonde. Le niveau juste un peu avant, c'est des appels réguliers type mastermind où on est en petit groupe de 5 et on peut vraiment parler de ces problématiques. Et le niveau en dessous, avec plus de balles à l'entrée, c'est événements physiques où on se rencontre. Ouais, ça, je pense que la communauté. La communauté. Mais la communauté plus, pas juste la communauté Discord. Ça, déjà, si je devais faire un pari et on se retrouve dans 10 ans, je suis sûr que c'est quelque chose qui ne va pas mourir et qui va avoir encore plus de valeur. C'est débile, hein. C'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Je pense que ça va continuer à exister, tout simplement parce que la solitude, c'est quelque chose qui sera toujours présent en 10, 20, 30, 40 ans et qui va ne cesser d'augmenter. Ouais, mais un des frameworks, justement, pour savoir ce qui va avoir de la valeur, ce qui va continuer à avoir de la valeur, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui est stable dans le temps et quels sont les besoins humains qu'il faudra. Parce que il y a plein de choses qui changent, mais les besoins humains, ils sont toujours là, quoi. Et sur le modèle d'éducation, il y a plein de choses qui vont changer également. Et nos métiers, c'est aussi de l'éducation. Donc, est-ce que dans 10 ans, le modèle éducatif sera le même? Est-ce qu'on sera en mode classe dans des bureaux en physique, dans des écoles? Est-ce que l'État sera toujours partie prenante? Est-ce qu'il y aura une fragmentation des types d'éducation? Est-ce que tu pourras apprendre un peu ce que tu veux? Est-ce qu'il y aura encore des universités? Ou est-ce que tout sera en ligne? Du coup, si on part sur ton modèle de les besoins humains sont de se retrouver en communauté, les universités, ce sera des clubs un peu pour rencontrer des personnes qui ont le même objectif que toi. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. En fait, là, on va rentrer et après là, je viens de penser à un autre, à mon avis, une autre tendance dans le monde de l'infoproduit et du coach qui peut décoller, donc on pourra revenir après dessus. Mais pour répondre à ta question, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que là, il se passe quelque chose d'assez particulier quand même dans le monde éducatif. C'est qu'on arrive à une ère où l'information est accessible en 2 secondes, mais où le travail de recherche, le travail de structuration des idées, le travail de réflexion, je pense, j'ai pas les chiffres, mais logiquement, il est en train de se perdre. Hein. Parce que lorsque tu peux avoir tout en 2 secondes, là, tu n'as même plus besoin de lire une page Wikipédia. Hein. Tu n'as même plus besoin d'aller faire tes recherches sur Google et encore moins d'aller chercher dans le dictionnaire ou dans des bouquins. Là, en 2 secondes, tu as une rédaction parfaite de philosophie qui est rédigée par un Claude ou un ChatGPT ou un Mistral. Et donc, je pense que on va avoir un monde d'ici quelques années où l'État va devoir absolument intervenir dessus et considérer qu'il faut, d'un côté, maîtriser ces outils. La question, elle ne se pose pas. Il faut les maîtriser de A à Z. Il faut les inclure dans notre quotidien. Mais par contre, qu'il y ait une sorte de sanctuaire, de safe place, notamment à l'école, où on va à fond renforcer les soft skills, le lien humain, l'empathie, etc. Et aussi des endroits où on coupera totalement Internet. Il n'y aura plus rien, plus Internet, plus aucun réseau. Et là, ça va être juste retour aux bases, retour à l'écriture papier, retour à la lecture, juste pour faire en sorte que le niveau de réflexion ne baisse pas.
Parce que ça, c'est un énorme. Il y a comme ça un mème sur Twitter que je trouve très drôle. Où on voit 2040, un humain en fait, qui se transforme en sorte de singe, qui tape des mots-clés qui veulent rien dire sur ChatGPT, et ChatGPT sort une réponse parfaite. Parce que les inputs derrière, parce que en entrée, on n'aura plus besoin de faire des inputs hyper développés, parce que ChatGPT sera très bon. Et donc, je pense que c'est un énorme danger en termes de société, mais même en termes d'individus. Et je pense que l'école va vachement agir dessus. Et qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, l'école, le lieu physique, va être à la fois un sanctuaire de sociabilisation, un sanctuaire aussi pour développer les soft skills qui vont avoir de plus en plus d'importance. Paradoxalement, on va rentrer dans un monde de plus en plus humain. Ouais, mais moi je me dis également, est-ce que on va avoir besoin de développer autant les skills qui sont mathématiques, Oui. savoir écrire, savoir Je développer une réflexion et tout ça, ou est-ce qu'on sera plus dans le développer des compétences qui sont de l'ordre de l'artisanat, de l'artistique, du manuel, parce que un bon pain qui est fabriqué par un artisan sera peut-être pas la même saveur qu'un pain qui est fabriqué par un robot, tu vois. Et en fait, il y aura toujours cette histoire de label fabriqué par un humain. Un peu comme aujourd'hui, on a label sans poulet sans antibiotiques ou des produits bio, quoi. Ouais, En mais fait, l'inverse, l'artisanat va prendre en valeur, quoi. En fait, j'ai un peu du mal avec la comparaison alimentaire parce que dans les aliments, les inputs, la matière première est différente à la fin de la journée parce qu'il y a moins de pesticides. Mais peut-être pas pris le bon exemple, mais si on part sur la table qui est fabriquée par une machine ou la table qui est fabriquée par un artisan, ça n'a pas la même valeur. Il y a des gens qui sont prêts à payer 10 fois plus parce que c'est juste fabriqué par un humain. Exactement. Non, mais ça, en fait, ça ne rentre pas forcément en contradiction avec ce que je dis. Par contre, tu as totalement raison. D'ailleurs, on le voit, ne serait-ce que dans la préférence en termes de métier. On voit les jeunes aujourd'hui qui se dirigent de plus en plus vers des métiers manuels et qui commencent petit à petit à délaisser les métiers intellectuels, la tech, etc. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, je pense que c'est pas du tout contradictoire. D'un côté, on va de plus en plus avoir besoin d'artisans. Enfin, je pense que ça va gagner en valeur pour le coup. Qui est rare gagne en valeur et ce sera rare, donc ça va gagner en valeur. Mais de l'autre, d'un point de vue purement sociétal, je pense qu'on va quand même faire marche arrière avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire un travail où on va, j'espère du moins, obliger les personnes à réécrire à la main, lire et couper totalement l'accès à Internet. Dans certains endroits, j'entends, parce que forcément, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. C'est pour la formation, tu vois, ça sera la formation, comme un élève qui part dans les commandos, il va se former, mais c'est pas un truc qu'il fait tous les jours. Et au final, ça sera difficile en fait de garder cette structure mentale, parce que si tu continues pas après l'école d'être dans la pratique, de continuer à travailler ton cerveau, il va y avoir des humains en fait qui vont devenir vraiment des légumes, quoi. Ils auront plus besoin de réfléchir, quoi. Sûr et certain. C'est pas pour rien si aujourd'hui les enfants de milliardaires justement sont dans des écoles qui reviennent un peu à l'âge de pierre où ils ont absolument pas accès à Internet et à tout ça. Mais ça c'est une garantie pour le coup. Je pense que les inégalités vont absolument décoller. En gros, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est super intéressant, même si bon, c'est incomplet et on pourra jamais faire quelque chose de strict. Là, moi, ce que je vois, c'est que dans nos métiers, c'est-à-dire tout ce qui est digital, transmission d'informations, d'expérience, ce qui va prendre en valeur, c'est ton expérience, à quel point est-ce que tu arrives à créer de l'émotion chez les autres, à quel point tu arrives à créer de la confiance et de la relation, donc pour pouvoir vendre, tout simplement. Ensuite, pour pouvoir créer quelque chose créer de la valeur chez l'humain, il y a tout ce qui est communautaire qui va prendre en valeur. Donc toi, tu disais les petits groupes avec un espace safe où les gens peuvent dire tout ce qu'ils ressentent, etc. Ils se sentent en sécurité. Donc l'espace communautaire. Après, on a parlé également de à quel point est-ce que ton histoire va avoir de la valeur, puisque c'est l'histoire d'un humain. Et du coup, tu vas pouvoir connecter avec ça. Et si tu arrives à lier avec ce que tu vends, ton histoire, je pense que ça va garder en valeur. Et il y avait quoi d'autre? En fait, si je résume, il y a le front-end. Tout ce que tu viens de dire, et je l'englobe, doit être authentique. Authentique de la création de contenu, authentique de la manière de parler, authentique dans le storytelling que tu peux afficher. Et le second point, c'est le back-end, c'est utiliser finalement les outils d'IA pour permettre une transformation encore plus rapide et plus certaine de nos clients. Il y a un truc qui est important quand même à souligner sur ce back-end, c'est que aujourd'hui, ce que l'IA rend possible, c'est la personnalisation à l'échelle. Là où avant, eh bien, on avait besoin de payer très cher quelqu'un pour avoir un coaching one-one, demain, on peut avoir un semblant de ce coaching, c'est-à-dire un coaching personnalisé qui nous correspond totalement, un peu plus à l'échelle, notamment grâce aux Ajoria dont on a parlé. Donc, je pense que ça va être ces deux facettes-là. D'un côté, il faut absolument renforcer le côté soft skills,
storytelling, authenticité, histoire, etc., etc. Et de l'autre, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que, en fait, de plus en plus de nos élèves arrivent à atteindre cette transformation. Et donc, c'est génial. Aujourd'hui, il y a des barrières à l'entrée qui ont disparu, avec l'IA notamment. Et du coup, on va les accompagner dans cette transformation en faisant de la personnalisation à l'échelle. Ouais. Je pense qu'on a couvert pas mal de trucs. Après, si on devrait finir sur une touche positive, moi je pense que ceux qui démarrent aujourd'hui, ils ont la chance en fait de démarrer à une ère où les IA sont pas encore développées, et donc ils ont la chance de pouvoir développer une personal brand. On a encore du temps pour ça. Et pour moi, il faut tout miser là-dessus, quoi. Faut vraiment tout miser là-dessus. S'il y a vraiment quelque chose à développer, c'est ça. À quel point est-ce que tu as confiance en toi, développe des convictions, partage-les au monde, partage ton histoire, ton vécu, et il y aura forcément des gens qui vont accrocher, quoi. Et Est-ce que ça sera aussi facile dans les prochaines années? Je sais pas. Franchement, je sais pas pour mes enfants de quoi sera fait le monde. Moi, j'ai plutôt la conviction que plus on avance, plus ça sera beau. Mais j'ignore en fait où est-ce qu'on va, comme difficile. Je pense que en fait, tout ce qui va être propriété intellectuelle, tout ce qui va être marque, tout ça, ça va gagner en valeur. Dans un monde d'infini, un monde où la technologie, peut-être très certainement, la valeur de la tech va diminuer. Et donc, en effet, transformez-vous en marque, créez ce qu'on appelle des moats en anglais, des barrières à l'entrée autour de vous, en étant extrêmement authentique. Et dans le back-end, devenez des cyborgs pour faire en sorte que vos clients aient encore plus de résultats, pour faire en sorte que vous soyez encore plus impactant, pour créer encore plus de contenu, etc. Je pense que c'est vraiment cette idée de cyborg qu'il faut pouvoir adopter. C'est, on n'est pas ultra humain, on n'est pas ultra robot. On crée la relation la plus forte avec l'humain et on scale tant au niveau du produit qu'au niveau de la distribution avec des outils d'IA. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un bon mot de la fin en tout cas. Step by step, intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Luc? Écoute, comme dit en intro, il y a la newsletter The Next Big Shit, donc c'est une newsletter quotidienne sur l'actu business tech. Il y a le podcast avec mon ami Alexandre Bonhomme. Et puis après, le produit payant aujourd'hui, il s'appelle Next Trends. Et donc ça, en gros, c'est des masterclass hebdomadaires sur les nouvelles stratégies de croissance. On fait à chaque fois, on invite des personnes pour parler de ces nouvelles stratégies de croissance, que ce soit comment faire du SEO, mais sur les LLM, soit les nouvelles publicités ads qui cartonnent en 2025, que ce soit comment utiliser N8N et toutes les automatisations pour gagner énormément de temps, etc., etc. Et également un rapport hebdomadaire sur les tendances émergentes. Parce que dans un monde où tout le monde flippe sur demain on n'aura plus de taf, etc., on se rend compte quand même qu'il y a des tendances qui décollent avec tout un tas d'opportunités business, produits, services à lancer. Dans son industrie d'ailleurs, ou alors dans d'autres industries. Et puis une communauté aussi que j'anime quotidiennement, où le but c'est de faire de la veille et de s'échanger à la fois des bons conseils, mais surtout ce que l'on voit à droite et à gauche, pour se tenir au courant et avoir un temps d'avance. Ok, excellent. Écoute, merci. On mettra tous les liens en description. Merci pour cet échange. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Ciao. Merci encore. Ciao.